On ne peut pas être jugé parti, mais peut-on juger quelqu'un qui prend parti? Alors, à vous de juger. Salutations à toutes et à tous, bienvenue à bord de la Haute Sphère, Cause Monote, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation. Moi c'est Audrey, enchanté. L'hôte du jour est une ex-emballeuse professionnelle. L'hôte du jour, c'est Simone Thierrot. Salut Simone, comment tu vas? Salut, ça va très bien et toi? Ça va, ravi de te recevoir ici. Merci pour l'invitation. Je t'en prie, je t'en prie. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose à la courte présentation que j'ai faite de toi? C'est très bien, ex-handballeuse. Aujourd'hui, je recherche un nouveau sport. Mhm. Donc voilà, et autrice de mon premier livre également. Exactement, qui est là. L'image du sportif parfait, déjà le titre j'aime beaucoup. Ouais, On va un peu décortiquer ton titre. Déjà, félicitations d'avoir écrit un livre. merci. C'est pas évident. Et donc tout à l'heure, enfin tout de suite je disais, parler du titre. L'image du sportif parfait. Est-ce que tu peux expliquer le titre? J'ai ma petite idée, mais j'aimerais que tu expliques. Alors ce titre, bon, à la base quand j'avais écrit, en fait, avant de publier, entre le moment où je commence à écrire et quand je publie, il y a 2 ans qui se passent. Mhm, Donc j'étais pas du tout partie là-dessus. J'étais partie sur autre chose carrément et c'est vraiment 3 semaines avant de publier, donc il y a 1 an, presque mhm. 1 an pile, que là il y a cette idée qui me vient, l'image du sportif parfait, parce qu'une fois j'avais lu l'article qui parlait de ça, que souvent les sportifs, on a cette image du sportif parfait, que les gens ont cette image là de nous, mais c'est pas forcément la réalité. Tout le monde pense qu'on a une belle vie, qu'on est des privilégiés, alors que pas du tout. Et en fait, moi, je mets l'image du sportif parfait et pas l'image de la sportive parfaite, comme on m'a souvent demandé, parce qu'il y a le témoignage de plusieurs sportifs. Je suis pas seule à témoigner. Et ça veut vraiment dire j'arrête de me cacher derrière cette image. Et est-ce que ça a un rapport aussi avec toi, personnellement? Oui, après, c'est vraiment un livre témoignage. Donc, c'est vraiment moi, mon témoignage, tout ce que j'ai vécu de quand je commence le sport jusqu'à la fin de ma carrière et après carrière. Et après, les témoignages qui sont dedans, c'est que des personnes que j'ai rencontrées, que des sportifs que j'ai rencontrés pendant ma carrière. Je suis pas partie prendre des sportifs que je connaissais pas du tout. Donc, voilà, tout du début à la fin, c'est par rapport à moi, mon vécu, mon histoire. Parce que, en fait, quand moi je lis le titre, effectivement, il y a cet aspect de sportif parfait, l'image, tout va bien, tout est lisse, tout se passe bien. Mais par rapport à toi, ton histoire, quand je lis le titre, je me dis, ça colle dans le sens où euh, les gens, ils ont pas forcément idée de la souffrance physique que certains sportifs peuvent endurer. Toi, en l'occurrence, tu es un témoin vivant de ça, parce que même si tu as expliqué plusieurs fois ton histoire, on est là pour la réexpliquer. Donc, je te laisse l'expliquer toi-même, avec tes mots. Alors ouais, moi, mon histoire, c'est que je commence le handball à l'âge de 10 ans. Je vais rentrer en sport-études à l'âge de 14 ans, donc tout va très vite en fait. Moi, je commence, j'avais jamais fait de sport de ma vie. Faut savoir que je suis en situation de handicap. Donc à la naissance, j'ai eu un arrachement du plexus brachial, donc ce qui me laisse une paralysie sur le bras droit. Il y a plein de mouvements que je peux pas faire. J'ai pas du tout de rotation sur l'extérieur. J'ai pas du tout de rotation de la paume de main vers le ciel. Donc plein de petites choses comme ça que je peux pas faire. Et c'est vrai que moi, je vais faire toute ma carrière de handballeuse sans jamais en parler. En fait, ça se voit que j'ai une paralysie dans le sport parce qu'il y a pas mal d'exercices que j'ai du mal à réaliser. Mais moi, je vais jamais dire le mot handicap ni paralysie. Donc, je vais faire toute ma carrière comme ça. Et en fait, je vais réussir comme ça parce qu'au final, quand tu arrives dans le monde professionnel, tout le monde a mal quelque part, tout le monde s'est déjà fait les croisés, tout le monde a mal à l'épaule. Donc, moi, je pense que dans la tête des gens, c'est, voilà, enfin, elle a dû se casser l'épaule ou un truc comme ça. Et c'est passé comme ça. Et ouais, moi, tout s'est enchaîné très vite, les sélections départementales, pardon. Ensuite, les sélections régionales. Ensuite, quand je rentre en sport-études, l'équipe de France Jeune. Voilà, jusqu'à intégrer un club d'élite et après signer un contrat professionnel.
Il y a plusieurs choses que tu as dit sur lesquelles je vais revenir. Déjà, tu dis j'ai jamais utilisé le mot handicap ou paralysie. Pourquoi? C'est des mots qui te faisaient peur? T'avais peur de la réaction Euh, des coachs, tout ça? Quand... Alors moi, je sais que j'ai jamais parlé de ma paralysie déjà d'abord parce que je voulais vraiment pas avoir une étiquette. Je voulais dans le monde du handball, tout le monde se connaît. Moi, je voulais pas être Simone Thierry, la fille qui a une paralysie sur le bras droit. Ou ah non non, cette joueuse on la prend pas, elle va pas progresser, elle a sa paralysie sur le bras droit donc elle va pas progresser. Donc en fait pour moi si je le disais pas, personne pouvait savoir. Oui, certes, ils allaient voir que j'ai un problème sur le bras, mais sans plus. Le temps que je disais pas des mots choc, on va dire handicap, paralysie, bah pour moi, ça passait. Et après, le mot handicap, c'est encore autre chose parce que depuis l'enfance, moi, ma famille, ils n'utilisaient jamais le mot handicap ou des trucs comme ça. Donc, Ils disaient quoi? alors, bon, déjà, dans ma famille, on parle un dialecte malien. Donc, c'est vrai que quand ils parlaient en bambara, du coup, la traduction en français, c'est seulement mal au bras. Donc moi, c'est ce que je répétais. Dès qu'on me posait une question, je disais juste j'ai mal au bras. Donc, je disais pas oui, j'ai un handicap sur le bras. Et, et je non plus, j'étais pas là à raconter mon accident à la naissance. J'en parlais jamais, en fait. La première fois où j'en ai parlé, c'était après la fin de ma carrière, bien après. Donc, j'en avais jamais parlé avant. Hum. Mais euh, est-ce que lorsque toi, tu as entamé justement cette carrière professionnelle, déjà, respect, parce qu'il faut le dire, t'as fait une carrière professionnelle, une belle carrière. Donc déjà, félicitations pour ça. Mais lors de visites médicales, il n'y avait pas de... On ne disait pas quelque chose par rapport à ça. Alors, bah, quand je suis jeune, en fait, pour faire une licence, on demande une visite médicale, mais c'est tout ce qui est respiratoire au niveau du cœur, des choses comme ça. On ne nous touche pas pour savoir si nos membres, ça va bien ou pas. Et dans le monde professionnel, c'était exactement pareil. C'était surtout au niveau du cœur, voir si le cœur fonctionne bien. Ensuite, bah, une fois que j'étais professionnelle, c'est vrai qu'on a enfin, la médecine du travail. Et là, c'est vrai que quand j'arrive dans mon premier club professionnel, je passe à la médecine du travail. Et là, la femme médecin, elle se rend compte de mon souci au bras et elle s'assoit plusieurs minutes en me disant, mais tu peux exercer ton métier comme ça? Et moi, je lui disais oui, 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 parce que je voulais pas qu'elle me mette inapte. Enfin, j'avais trop peur qu'elle me mette inapte et tout. Et enfin, elle-même, elle était choquée de comment je pouvais jouer au handball avec ma paralysie sur le bras droit. Donc, je lui ai expliqué, non, enfin, j'ai commencé à l'âge de 10 ans, j'ai toujours fait du handball et il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Donc, c'était la seule fois où vraiment il y a un médecin qui m'a demandé quelque chose, en fait. Et c'était la médecine du travail. Très très bien. Il y a, dans ton livre, page 20, tu dis, je ne suis pas la seule, 80% des handicaps sont invisibles. Ce qui ne se voit pas ne se comprend pas. Mm. Ouais, ouais, bah, ça, c'est des chiffres que les gens ne savent pas forcément. Parce que dans la tête des gens, le handicap, c'est des choses lourdes, être en fauteuil roulant, avoir un membre en moins. Donc, ouais, et 80% des situations de handicap sont invisibles. Donc, ce que j'explique souvent, c'est que parfois, on va voir des personnes avec des cartes de priorité, on va les voir sur leurs deux jambes, et ces personnes-là, elles vont être discriminées. Parce que, par exemple, on va dire, les gens, ils vont faire leurs courses et il y a une file d'attente et il y a une autre personne qui va passer avec sa carte et il y a des gens, ils vont pas être contents ou ils vont dire, ah, de toute façon, la carte, on la donne à tout le monde, mais ils savent pas que la maladie des gens, en fait, tout simplement. Il y a plein de maladies que tout le monde connaît qui rentrent dans le cas du handicap. Enfin, il y en a énormément. Et enfin, la sclérose en plaques, enfin, plein de maladies comme ça. Et voilà, on est debout. Il y a des handicaps physiques discrets comme la mienne. Et oui, ça fait partie des handicaps invisibles. Franchement, j'ai trouvé ça important, la statistique. Et tu, donc, en fait, tu fais du handball, tu dis que tu découvres des capacités de meneuse qui fait que comment dirais ça joue sur ta timidité. Tu es moins timide grâce au sport. Ouais. Et tu dis, je souligne page 33, je suis persuadé que mon problème neurologique est compatible avec une carrière d'handballeuse pro. L'handicap ne se voit pas. Je crois que c'est ça que tu dis.
De toute façon, mon handicap ne se voyant pas, ou si peu, il ne serait pas invalidant pour convaincre les experts du secteur en bastique de me laisser intégrer la discipline handisport. Et après, tu dis que je comprends vite que ma carrière se fera avec mon handicap s'il passe inaperçu. Donc en fait, toi, ton objectif, c'était de jouer. En fait, est-ce que tu voulais prouver aux gens ou te prouver à toi-même? Bah, en fait, moi, quand je commence le handball, je pense pas directement à jouer au plus haut niveau, à être professionnel, parce que je savais pas enfin, qu'est-ce qui était le handball déjà. Quand je commence, j'en avais jamais vu à la télé, j'en avais jamais fait à l'école. Donc en fait, plus je m'entraîne et plus j'avance, plus on m'appelle pour des sélections. Et c'est quand je rentre en sport-études, en fait, où là, je me rends compte qu'en fait, on peut en vivre, en vivre entre guillemets. Enfin, on peut être professionnel, on pouvait faire des choses dans le handball. Et après, oui, en fait, j'explique que avec mon handicap, ben, je vais pas en parler et sera comme ça, en fait. Je vais faire ma carrière comme ça, avec mon handicap, sans en parler. Et voilà, enfin, je voulais vraiment pas qu'on me mette dans une case. Mais dans le sens où, en fait, tu t'es dit, ils me posent pas de questions, c'est qu'ils savent pas, je vais continuer dans ce sens, je vais rien dire. À part si jamais on me pose la question. Bah ouais, en fait, moi, mes coachs ou mes préparateurs physiques, ils se sont jamais assis avec moi pour me poser la question de Mais tu pourquoi. voulais qu'ils le fassent. Bah non, moi je m'en fichais en fait. Moi, il n'y avait pas de je voulais qu'il le fasse ou pas. C'est juste avec le recul aujourd'hui, je me dis, mais comment tu peux faire toute une carrière de handballeuse et tes coachs, ils se posent pas avec toi pour savoir ce que t'as. Enfin, même si handicapé ou pas, hein. Enfin, tu vois ta joueuse, elle boite, tu lui demandes, ouais, qu'est-ce que t'as aujourd'hui pour savoir comment on peut faire. S'il y a des exercices à faire ou s'il faut t'aménager, il faut te laisser au repos. Donc moi, avec mon problème sur le bras, en voyant qu'il y a plein de choses que j'arrivais pas à faire, même défensivement, euh, comment, enfin, tu poses pas la question, enfin, tu te poses avec ta joueuse, tu lui demandes pas qu'est-ce qu'elle a, enfin, ça peut être pour autre chose, une chose qui a ses règles, par exemple, tu vois que elle a du mal à courir sur le terrain, tu lui demandes qu'est-ce qu'elle a, enfin voilà, moi, je me demande juste dans le monde professionnel, comment ça se fait, bah, on pose pas plus de questions que ça. Après, après, moi, à l'époque, moi, ça m'arrangeait que personne me pose la question. Moi, je faisais ma petite vie, je faisais mes entraînements et puis voilà. Après, je ressentais pas le besoin d'en parler non plus. Quand j'ai vraiment parlé du handicap, c'est parce que tout le monde me demandait pourquoi j'ai arrêté le handball, parce que j'ai arrêté assez jeune, j'ai arrêté à 25 ans. Mhm. Donc de là, tout le monde me posait des questions tout le temps. Mais quel gâchis, quel dommage, t'es jeune, mais tu devrais pas arrêter, c'est n'importe quoi. Et après, de là, je me dis, ah ouais, c'est vrai, j'ai rien expliqué aux gens, donc ils peuvent pas savoir. Et voilà, et c'est pour ça que j'ai parlé de mon handicap, parce que moi, je ressentais pas le besoin de parler de mon handicap plus que ça. Enfin, moi, pour moi, ça me regardait. Et voilà, enfin, quand j'arrête le hand, je suis en Allemagne à cette époque-là, j'arrête et je fais pas de communiqué de presse, rien, je rentre juste chez moi et j'arrête, quoi. Je me dis pas à ce moment-là que les gens, ils ont vraiment besoin de savoir sur ma carrière, de pourquoi j'ai arrêté. Moi, je pensais que tout le monde s'en fichait, en fait, Ah, donc peut-être voilà. pas, mais là, le truc, c'est que tu dis, d'un côté, tu dis ça t'a arrangé, mais tu voulais qu'on te pose la question. Imagine-toi, on te pose la question et on te dit tu passes la vite et on te déclare inapte. T'as pas la même carrière, t'as pas la même vie. Non, moi, en fait, je voulais pas qu'on me pose les questions quand j'étais jeune. C'est là, avec le recul, aujourd'hui, quand je fais le point sur toute ma carrière, Hmm. je me dis, il y a plein de choses qui allaient pas. C'est pas que sur la santé physique. En fait, il y a la santé physique, la santé mentale, il y a plein de questions que on pose pas assez à nos joueurs, à nos joueuses. Et moi, aujourd'hui, je parle justement pour dire, regardez, j'étais en situation de handicap et j'ai réussi ma carrière. Donc, les personnes qui arrivent après moi, qui sont dans le même cas que moi, ça sert à rien de leur fermer les portes. Parce que dans le livre, il y a des témoignages d'autres Ouais. personnes en situation de handicap que j'ai connues beaucoup plus jeunes, qui n'ont pas pu rentrer en sport-études à cause de leur handicap qui était beaucoup plus voyant que le mien. Donc moi, ouais, d'un côté, ça m'a arrangé qu'on ne me pose pas plus de questions que ça. Comme ça, au moins, il n'y avait pas cette étiquette-là dans toute la France. Ouais, cette chose-là, faut pas trop la prendre, elle va pas progresser. Enfin, voilà. Et non, moi, c'est vraiment après, quand j'arrête ma carrière, quand je fais le bilan, je me dis, ouais, il y a plein de choses qui n'allaient pas, en fait. Mm, 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 mm. Mais est-ce que tu, à travers cette carrière-là, quand tu prends du recul, dans ta tête, tu te dis, tu voulais prouver aux gens ou te prouver à toi-même que tu étais capable de faire ça? Non, moi franchement, je pense pas que je voulais me prouver quelque chose ou prouver aux gens parce que c'est arrivé dans ma vie le sport comme ça, du jour au lendemain. J'ai bien aimé, j'ai accroché et j'y suis allée
À chaque fois, quand il y avait une nouvelle étape, bah, j'y allais et à chaque fois, ça marchait ou ça marchait pas. Mais voilà, je montais jusqu'à jouer en Division 1 et après, il y a eu l'équipe nationale. J'ai fait le championnat du monde au Danemark. Donc voilà, moi, ça a toujours été du plus et j'avais pas forcément envie de me prouver quoi que ce soit en fait. C'est arrivé comme ça. Moi, je suis une personne qui saisit beaucoup les opportunités en général. Donc à chaque fois que je fais quelque chose, je fonce, quoi. Hum, 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 hum. En tout cas, je pense que tu dois avoir une sacrée force de caractère pour sacré esprit de résilience pour avoir pu traverser tout ça physiquement, mentalement aussi. Parce que ce qu'on dit pas là, c'est que t'es gauchère. Ouais, Euh, voilà, gauchère contrariée, du coup. exactement, par défaut. Parce que, et tu dis dans ton livre, justement, tu te dis que c'est grâce à le fait d'être gauchère que tu as pu. Avoir cette carrière. Exactement. Oui, parce que souvent, on va me dire, mais en gros, si tu n'avais pas eu cet accident-là, tu serais encore plus forte et tout. Et moi, je me dis, bah, je pense pas. Parce que je pense pas que j'aurais pu être gauchère déjà, parce que comme j'explique dans le livre, dans mes traditions, dans ma famille, être gaucher, c'est mal vu. Donc, même si j'étais née gauchère, on va dire, j'allais être rééduquée pour être droitière. Et être droitière au handball, bah voilà, il y a beaucoup plus de concurrence. Être gaucher au hand, bah, c'est beaucoup mieux. Enfin, il y a plus de chances de réussir, on va dire. Donc voilà, moi, je pense avoir été... Bah, j'ai eu cet accident-là, donc je suis devenue gauchère. Et ensuite, bah, j'ai commencé le hand et ça a super bien marché pour moi. Donc ouais, moi, je relativise en disant que ouais, c'est grâce à mon accident que j'ai eu toute cette carrière. Mais justement, pour en revenir au fait que tu sois gauchère, le fait que tu n'utilises pas forcément ton bras droit, ça fait que tu as tout fait, tout ton équilibre pesé sur ton bras gauche et tu en as subi les conséquences. Ouais, alors ouais, en fait, j'ai toujours compensé sur mon côté gauche parce que ouais, j'utilise que mon côté gauche au quotidien, donc toutes mes blessures, je les ai eues à gauche. Aujourd'hui, bah, au niveau de l'épaule et du coude, je dois me faire opérer parce que au coude, bah, j'ai une compression sur les nerfs à force de tout le temps plier le même bras, toujours utiliser le même bras, bah, ça use les nerfs. Au niveau de l'épaule, pareil, mon épaule elle est passée en maladie professionnelle, j'ai une lésion, genou, cheville, des inflammations, et ça c'est des choses qui restent encore aujourd'hui. Donc ouais, j'ai beaucoup compensé sur ce côté-là, donc j'ai un peu aggravé ma situation. Donc à droite la paralysie et à gauche avoir tout ça. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est pas facile depuis que j'ai arrêté l'hand, bah j'ai fait des soins intensifs pour que ça aille mieux. Ensuite, bah, j'avais repris le handball en 2023, je suis allée jouer en Guadeloupe. Donc là, ça allait quand même un peu mieux. Après, c'était pas prévu du tout que je reprenne le handball un jour à un bon niveau. Donc ça arrivait encore une fois par hasard comme ça dans ma vie. Donc je me suis dit, ah, la Guadeloupe, allez, bah, c'est des petits bonus que le handball peut m'offrir dans la vie. Donc j'y suis allée, ça a été une nouvelle aventure pour moi. J'ai fait quelques mois en Guadeloupe et voilà. Là, normalement, le handball, c'est fini. Normalement. Normalement, mais bon, ouais, le hand, ça s'arrête jamais, j'ai l'impression. Il y a toujours des clubs qui m'appellent chaque année. Aujourd'hui encore? Oui, il y a toujours... bah, en fait, il y a des petits clubs toujours qui veulent qu'on vienne les aider par-ci, par-là. Donc oui, il y a toujours des clubs qui m'appellent pour que je vienne Après, les aider. tu peux les aider d'une autre manière, non? Bah, ils veulent que tu joues absolument ou... Oui, c'est pour jouer, ouais. C'est pour jouer. Après, moi, je me vois pas être coach ou des trucs comme ça. Non, pas du tout. Ouais, non, mais tu parlais d'un... Parce que bon, tu me tends la perche. Tu parles d'un métier player care. Player care, ouais. Ouais. Pourquoi tu ferais pas ça? Bah parce que moi, j'ai pas très envie de travailler dans le monde du sport, malheureusement. Ok. Avec tout ce que j'ai vécu dans le sport, Ouais, je comprends. bah, c'est pas quelque chose que j'aimerais faire. Est-ce que tu peux expliquer ce que Alors c'est ouais, moi je parle de player care, c'est un métier que je connaissais pas du tout, je savais même pas que ça existait. C'est en fait un ami, enfin une personne que j'ai connue en formation, qui était parti faire son master en Angleterre. Et du coup, lui, il était en stage dans un club de hockey Mhm. et en tant que player care. En fait, il venait en aide à ces joueurs-là
tout ce qui était administratif, si les joueurs ils avaient des problèmes avec leur appartement. Et après, souvent, il y a des étrangers, donc faire le lien entre pour la langue. Donc, quand il m'a dit tout ça, je me suis dit, mais c'est fou parce que c'est vraiment de ça dont on a besoin dans le monde du handball. Un player care, une personne qui s'occupe du joueur, de la santé mentale, la santé physique et tout le reste, ou qui fait le lien entre le joueur et le club en tout cas. Et parce qu'il y a toutes ces choses-là que finalement que on doit gérer sur le terrain, on doit gérer notre vie personnelle, les histoires d'appartement, les histoires de contrat. Et il faut savoir que quand on rentre dans le monde du sport très très jeune, administrativement, on connaît presque rien. Enfin, déclarer les impôts, tout ça. Donc, avoir un player care pour nous expliquer la vie, tout simplement, ça peut être pas mal parce qu'il y a des gens qui pourraient dire, mais enfin, t'as 20 ans, t'as 25 ans, t'as 30 ans, comment ça, t'as jamais déclaré tes impôts? Mais je peux vous dire que ouais, ça existe parce que quand tu rentres dans cette bulle-là à l'âge de 14 ans et que t'en ressors que à 35 ans, il y a plein de choses qui se passent dans la vraie vie et que, en fait, tu sais pas. Et c'est important, une personne qui nous mette les pieds sur terre, en fait. Mais il y a les agents, non? Bah, en fait, les agents, c'est plus, on va dire, dans le foot ou des trucs comme ça. Dans le handball, il y a les agents, ça arrive de plus en plus maintenant. Mais il y a plein de joueurs et joueuses qui n'ont pas d'agent du tout. Et les agents, ils se forment là. C'est récent, on va dire. C'est très récent. Et même si tu as un agent dans le monde du handball, comme c'est pas les mêmes salaires que dans le foot, ils vont te placer dans un club et c'est tout, quoi. Ils vont pas gérer le reste. Là, tout à l'heure, tu disais, je veux pas retravailler dans le milieu du sport. Est-ce que tu dirais que tu as mal vécu ta carrière professionnelle? C'est mitigé, hein. C'est mitigé, il y a des choses positives, des choses négatives. On va dire, j'ai fait une carrière comme un peu tous les sportifs. On fait une carrière, voilà, on pense performance, les résultats, marquer des buts. Donc on vit un peu dans le déni. Et moi, c'est vraiment quand je suis sortie de tout ça où j'ai réalisé que j'étais dans le déni, en fait, qu'il y avait plein de choses qui allaient pas et que c'était pas normal et qu'il y avait plein de choses, il fallait que ça change. Moi, je veux pas forcément travailler dans le monde du sport parce que j'ai commencé le sport à l'âge de 10 ans, j'en ai 31 aujourd'hui. J'ai envie de voir d'autres choses, il y a plein de choses à voir sur Terre, donc pas être que dans le monde du sport. Il y a des choses qui m'ont pas forcément plu dans certains clubs, donc c'est pour ça, enfin, dans le livre, j'explique vraiment les dessous du sport de haut niveau, expliquer aux parents que ne pas laisser partir leurs enfants comme ça, faire confiance totalement au centre de formation, au club. Faut toujours avoir un œil sur son enfant. Parce que, ouais, il se passe plein de choses que les gens, ils savent pas. Les gens, ils vont juste voir les JO, les championnats du monde, et ils pensent que c'est facile d'en arriver là. Comme il y a des gens, ils vont dire, oui, de toute façon, vous êtes payé pour courir derrière un ballon. Bah, des fois, je leur dis, mais enfin, je sais pas, inscris ton fils ou ton neveu, vu que c'est facile de gagner autant d'argent, inscris ton enfant et on verra s'il perce. Et encore, c'est une minorité qui gagne beaucoup d'argent. C'est ça, parce qu'il y a des gens, ils pensent que les footballeurs, ils sont super bien payés pour courir derrière un ballon, mais inscrivez vos enfants si c'est facile et que tout le monde peut réussir. Enfin, et vous verrez. Mais voilà, il y a des choses qui m'ont déçu, il y a des choses qui m'ont plu. Parce que moi, je lis page 70, tu dis: depuis que j'ai arrêté le sport professionnel, je me suis libéré de tous mes problèmes psychologiques liés à la pression mentale, aux critiques acerbes, anxiogènes proférées par les entraîneurs. Aujourd'hui, le mot handicap ne me fait plus peur, à contrario de mon adolescence, dont on parlait tout à l'heure. Je ressens bien mon handicap invisible avec toutes ces douleurs. C'est pour ça que je me disais, quand je lisais ton livre, je me suis dit, elle a l'air de pas forcément avoir bien vécu sa carrière professionnelle. Plutôt, elle a bien aimé quand elle était jeune jouer, elle s'amusait, mais quand elle a découvert les dessous, elle s'est dit, ah ouais, mais en fait, c'est pas ce que je croyais. En fait, c'est pas ce que je croyais parce qu'à l'époque, j'avais pas d'image de qu'est-ce que c'était le monde professionnel. Clairement, maintenant, les jeunes, ils ont envie d'être professionnels, ils savent un peu, ils voient à la télé comment ça se passe et tout, il y a plein de reportages, il y a plein de chaînes. Moi, à l'époque, il y avait 6 chaînes à la télé, je voyais, à part voir du foot par-ci, par-là, je savais pas c'était quoi le monde professionnel. Mais je sais juste que quand j'étais en sport-études, ça se passait super bien, tout ça. Et dès que je suis arrivée dans le monde professionnel, c'était autre chose. Du sens où, voilà, il faut être rentable, on nous prend pour des produits, on nous parle mal. Enfin, toutes ces choses-là, ça me convenait pas, mais
à l'époque, quand je le vivais bien. C'est juste vraiment quand j'ai arrêté, je me suis dit, mais en fait, il y a plein de choses qu'on acceptait que c'était pas bon, Non, parce que c'est pas je normal. pense que tu es en pleine carrière, tu as la tête dans Voilà, le guidon. t'as pas le temps de penser à des choses qui allaient pas. Et en plus, quand tu te mets, on va dire, contre le club, ben après, ils vont te virer, ils vont te dire, ah non, il faut pas la prendre, elle a un Hmm. sale caractère. Enfin, en plus, dans le handball, ça va vite, c'est du bouche à oreille, tout le monde se connaît. Enfin voilà, donc quand tu es dans ta carrière, tu penses pas à tout ça. Tu fais un peu ce qu'on te dit et puis voilà quoi. Tu cherches pas à réfléchir en fait. Bah ouais, j'imagine, et c'est ça, malheureusement, quand tu parles trop, t'es mal perçu, C'est alors ça. que t'es dans ton bon droit, on va dire. Et donc, là, tout à l'heure, tu parlais justement des sportifs. Tu dis aussi, page 82, la simple évocation du nom d'un sportif connu et adulé ouvre des perspectives et retombées financières non négligeables pour lui, pour son argent, pour le club, pour la publicité. Le revers de la médaille, c'est que les médias ne relayant que cet aspect extravagant du sportif. Mm. L'opinion publique est convaincue que tous les sportifs de haut niveau vivent dans l'opulence, le confort, la vie facile, les plaisirs démesurés, inaccessibles aux kidam moyens. Alors que c'est pas forcément vrai, parce que la plupart, c'est pas le cas. C'est ça. Bah là, comme il y a eu les Jeux en France, donc il y a eu beaucoup plus de documentaires sur le sport, sur les sportifs. Même moi, là, mon livre, je l'ai publié il y a 1 an. J'ai beaucoup été interviewée. Mais c'est vrai, avant ça, on donnait toujours la parole aux mêmes sportifs, ça veut dire les plus médaillés. Et ceux-là, ils vont parler de leur médaille d'or. Ils vont pas parler des dessous parce que c'est leur métier. Il faut qu'ils aient des sponsors, tout ça. Donc, ils vont pas parler en négatif. Et moi, c'est pour ça que j'ai écrit mon livre d'un côté aussi. C'est parce que moi, je me suis dit, on nous donne jamais la parole, nous, les autres sportifs, en fait, qui n'ont pas des palmarès de fou. Donc, moi-même, je vais prendre la parole et je vais dire ce que j'ai à dire. Et c'est pour ça que je pense que mon livre, finalement, il a bien marché parce que c'est des témoignages qu'on trouve pas souvent, en fait. Tout Hmm. simplement de dire réellement, sans... sans jeter la pierre sur tel ou tel club, hein. Tout simplement expliquer comment ça se passe réellement et expliquer aux jeunes futurs sportifs professionnels, ceux qui veulent devenir pro, expliquer comment ça se passe réellement. En tout cas, moi, je l'ai expliqué de mon point de vue. Après, j'ai essayé d'avoir le point de vue de d'autres sportifs qui viennent appuyer mes propos, d'expliquer comment ça se passe réellement. Hmm. Et tu parles aussi beaucoup de santé mentale. Je pense que dans ce que je lisais, tu disais, pour conserver cette aura, pour ne pas décevoir leur famille, les fans et les supporters, Ouais, les joueurs entretiennent cette réputation, se cachent derrière le sportif parfait. On en revient à ton titre. ouais. Sans faille, sans faiblesse et heureux, et pourtant. Et là, tu balances un documentaire où tu as des sportifs qui expliquent que, ouais, c'est pas tout rose. Donc, on a des soucis de santé mentale parce qu'il y a la pression, etc. Dont on parlait tout à l'heure, toi, tu disais que tu t'étais libéré de cette pression-là, de la performance. Et, mais tu avais pensé à te rapprocher d'un psychologue ou d'un préparateur mental où il n'y avait pas à ton époque? Parce que là, c'est beaucoup en vogue, tu vois. Ouais, là, c'est en vogue. Après, quand j'étais en sport-études, il y avait une psychologue pour Mhm. 200 athlètes. Enfin, c'était un truc très basique. Je crois que je l'ai vu 2 fois dans l'année ou 3 fois dans l'année. C'était, voilà. Et il n'y avait rien de tout ça. Moi, de mon côté... Après, moi, je dis pas pendant ma carrière, j'étais en dépression. Je pense pas avoir été en dépression. Je me suis jamais rapprochée d'un psy ou quoi. Après, maintenant, je sais qu'en équipe de France de handball, je sais ils ont un coach mental, là. Mhm. Donc maintenant, ouais, ça commence à être mis en place. Mais pour revenir sur le documentaire, donc c'est le documentaire de Michael Phelps, Mhm. le The poids Weight of de God. l'or. Ouais. Donc en fait, moi j'explique que même Michael Phelps, il a fait un document là-dessus, il en parle. Et à chaque fois, les gens ils sont là à me dire ah bon? Parce qu'en fait, c'est toujours les mêmes personnes en fait qui vont regarder ces documentaires-là. Et moi, c'est pour ça que j'essaye de toucher vraiment le plus de monde possible en expliquant aux gens, mais mon livre, il n'est pas fait pour les sportifs. Nous, on sait déjà ce qui se passe dans le monde du sport. C'est vraiment pour les gens qui ont des idées reçues sur le monde du sport. À dire que vous êtes super riche, que vous êtes des privilégiés. Moi, en fait, c'est à ces gens-là que je m'adresse parce que même Michael Phelps, il en parle. Il parle de sa santé mentale. Il dit qu'il est champion du monde, champion olympique, mais psychologiquement, ça va pas. Donc, il y a plusieurs sportifs qui en parlent, mais finalement, on n'est pas écoutés. Enfin,
Il y en a beaucoup en ce moment qui disent Ma- qui souffrent de Maintenant, dépression, qui de le plus disent en plus parce maintenant. qu'il y a la libération de la parole et parce que c'est moins gênant. C'est moins mal vu aussi. Ouais. Et oui, et il y a cette libération de la parole où les gens ils parlent plus facilement. Donc c'est vrai que c'est plus simple d'en parler maintenant. C'est pour ça que ouais, il y a de plus en plus de préparateurs mentaux, de psychologues qui ont pour clients des sportifs et ça se démocratise. Mm. Non, Voilà. mais enfin, la santé mentale, c'est très important pour la performance parce que quand ça va pas dans la tête, bah, ça va pas sur le terrain. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je vais revenir juste par rapport à ta carrière, au sujet de l'Allemagne. Parce que à un moment donné, tu pars en Allemagne. C'est là-bas où tu décides d'arrêter ta carrière. Mais Mm. on va parler de ton passage en Allemagne. Donc, tu signes dans un club et tu dis que en Allemagne, donc en première division, il y a une autre façon de travailler. Tu dis que c'est la première fois que tu te sens en sécurité. Est-ce que tu peux commencer en sécurité? C'est-à-dire? En fait, quand j'arrive en Allemagne, je dirais pas que enfin, oui, c'est différent de la France, enfin, ils ont leur manière de travailler, mais ce que j'explique, c'est que c'est la première fois bah, qu'on va me poser des questions sur mon bras, tout simplement. Chose qu'on n'avait jamais fait. Et en fait, déjà en France, en fait, ça dépendait des régions où j'allais parce que quand j'étais dans la région centre, quand je signe mon premier contrat, enfin, on me pose pas de questions sur mon bras. J'ai beaucoup de moqueries sur mon bras. Quand j'arrive dans le sud, on me dit plus rien sur mon bras. Je me disais plus je grandissais, moins ça se voyait. Mais en fait, j'ai compris qu'en fait, si ça continue à parler, mais c'était plus derrière mon dos. Et quand j'arrive en Allemagne, bah, on pose la question tout simplement, ouais, on voit, t'arrives pas à faire ci, t'arrives pas à faire ça, tu marches d'une telle manière, tu cours d'une telle manière, qu'est-ce que t'as? Tout simplement. Et là, en fait, c'était la première fois qu'on me posait la question si simplement. Donc moi, je pense que c'est une question de mentalité. Tu t'es senti soulagé quand on non. t'a posé la question, ça t'a fait du bien? Ouais, bah, de pouvoir en parler facilement, comme ça. Enfin, voilà, tout simplement. Alors qu'en France, je sais pas, on dirait que c'était tabou. Les gens, ils Bah, avaient peur de me poser la question. je pense que peut-être ils avaient peur de te vexer, peut-être en me disant, Ouais. ouais, si je lui pose la question, comment elle va le prendre? Et en plus, là, tu dis, quand on te pose la question, tu voulais en parler. Mais je pense qu'en fait, tu avais une pression par rapport à ton bras aussi, je pense, par rapport au fait que bah, les gens regardaient, etc. Donc tu devais être performant pour pas qu'on te pose trop de questions. Et aussi, je dirais que, je pense, hein, je dirais aussi que le fait d'en parler, ça t'a soulagé, c'est que quelque part, tu étais en souffrance. Bah, franchement, je sais pas si j'étais en souffrance par rapport à ça. Mais après, moi, je sais que j'en ai parlé facilement aussi parce que, enfin, voilà, enfin, je venais de faire un championnat du monde, j'étais en D1. Enfin, voilà, c'est pas comme quand j'avais 16, 17 ans où j'avais tout approuvé. C'était une autre étape de ma vie. Là, je sais qu'on n'allait pas dire, ah non, hein, elle, on la prend pas, elle est handicapée, quoi. Enfin, c'était pas du tout la même étape de ma vie. Mais c'est vrai, quand on m'a posé la question si simplement et que j'ai répondu si simplement, je me disais, bah voilà, c'est pas si fou, en fait. Et en plus, derrière, quand ils apprennent justement, quand tu leur expliques ce qui t'est arrivé, tu as un accompagnement sportif adapté, personnalisé. Oui, en fait, c'est pas que j'ai enfin, quelque chose de personnalisé, c'est qu'ils essayent de s'adapter comme ils peuvent, parce qu'ils n'ont pas de formation sur le handicap ou quoi. Donc oui, à ce moment-là, ils essayent de faire comme ils peuvent. Hum, 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 hum. Ça, je trouve que c'était quand même un chapitre important. Et justement, pour en revenir à ce sujet d'handicap, moi, j'ai pris ton témoignage comme étant déjà une libération pour toi, le fait d'écrire et de dire concrètement, de répondre aux questions des gens, de multiples questions, et aussi comme un cri du cœur vis-à-vis des gens qui sont en situation de handicap invisible pour toi. Mm. Comme toi, pardon. Bah ouais, enfin, franchement, moi, le livre, ça a été une thérapie, hein. Moi, je souhaite à tout le monde de pouvoir écrire, de pouvoir écrire sur soi, sur sa vie, parce que à la base, moi, je pensais pas dire tout ça, hein. Moi, je voulais parler du handicap à la base. Je voulais pas revenir sur toute ma carrière, Mm, mm. dire tout ça. Mais plus j'écrivais, plus il y a des choses qui me revenaient, des choses dans l'enfance qui me revenaient. Donc, c'était une belle expérience.
Et après, par rapport à... Ouais, et sensibiliser sur le handicap invisible, des choses que les gens ne connaissent pas. Il y a des gens aussi qui sont en situation de handicap invisible et ils ne le savent même pas eux-mêmes. Enfin, ils savent ils ont une maladie, ceci, cela, mais ils savent pas qu'ils peuvent être reconnus handicapés, avoir des aides dans leur entreprise, pas mal de choses comme ça. Donc, c'est pour ça aujourd'hui, je fais pas mal de conférences en entreprise, dans des écoles, dans des associations, pour sensibiliser sur tout ça, enfin, expliquer les chiffres et toutes les possibilités que les personnes en situation de handicap, ils ont. Et voilà, et le regard des gens aussi, enfin, faire comprendre que voilà, les personnes en fauteuil roulant, ça représente 7% des personnes handicapées, donc on n'est pas tous en fauteuil roulant. Et voilà, faire changer. Et montrer aussi, moi, de ce que j'ai compris là en 1 an, c'est que finalement, ma parole était très importante, et ça, je ne savais pas avant, de dire, bah voilà, je suis en situation de handicap et j'ai réussi dans le sport. Donc, faut pas avoir, par exemple, moi, je sais que dès que j'ai arrêté le handball, par exemple, quand je faisais passer mes CV, il y avait écrit la notion RQTH, donc reconnaissance de travailleurs handicapés. Et moi, un jour, on m'a dit, ah non, 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 il faut pas que tu mettes ça. Bah, je me dis, bah si, en fait, il faut que je dise que j'ai une RQTH, parce que c'est pas à moi de faire comprendre aux entreprises que, oui, enfin, la personne elle m'a dit, ah non, il faut pas que tu mettes ça, parce qu'ils vont pas comprendre que t'es normal. Oh là là. Donc, c'est pas à moi de faire comprendre aux entreprises que je suis normale, en fait. Il y a toutes sortes de handicaps, et moi, j'ai besoin d'un aménagement de bureau, donc oui, je suis obligée de le mettre sur mon CV, et il faut faire avancer les choses dans notre société. On peut avoir toutes sortes de handicaps et être très performant dans le sport ou en entreprise. Bah, tu en es la preuve. Ouais, c'est pour ça que j'ai compris qu'il fallait que j'en parle. Et même si avant, je restais dans mon silence et que ça m'allait très bien, aujourd'hui, je vois que c'est encore mieux d'en avoir parlé. Non, je pense que tu peux être une porte-parole visible et efficace, pour moi en tout cas. Et lorsque tu écris ce livre et tu le publies, quels sont Est-ce que tu as beaucoup de retours? Est-ce que tu as beaucoup de gens qui t'écrivent, qui te disent merci? Bah, moi, déjà, pour la petite histoire, déjà, quand j'écris tout ça, après, je cherche une maison d'édition, tout ça, tout ça. Après, quand je suis en contact avec plusieurs maisons d'édition, il y a des choses qui m'allaient pas. Donc, finalement, j'ai décidé de me lancer seule. Quand tu devais faire des concessions? Voilà, enfin, sur la date de publication, sur les tarifs, il y a plein de choses qui m'allaient pas. Donc, aussi, il fallait que je change mon texte et tout. Donc, moi, ça me convenait pas. Ah bon? Parce que, oui, on m'a dit que j'étais trop à charge à un moment. Donc, Oh là là. alors que pas du tout. Mais voilà, ça, c'est le monde du sport et pour se faire bien voir, hein. Donc voilà. Donc, moi, quand je me suis lancée, j'attendais vraiment rien. Moi, je pensais qu'on allait me dire, ouais, t'es trop à charge. Enfin, des trucs comme ça, et je pensais pas qu'il allait y avoir beaucoup de monde intéressé, tout ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que finalement, c'est tombé l'année des Jeux, alors que c'était pas du tout prévu que je publie l'année des Jeux. Donc, je me suis lancée comme ça en janvier. Et ça a super bien marché, j'ai même pas compris moi-même. Enfin, déjà, tous mes amis dans le monde du hand, tout ça, tout le monde repartage. Tout le monde achète, tout le monde lit. Là, par exemple, si vous allez sur Amazon, vous allez voir 100% de retours positifs. J'ai que des retours positifs, c'est incroyable carrément. Et les retours que j'ai, il y a des gens qui ont pleuré, et des gens qui ont été touchés. Il y a ma famille, ils ont jamais su ce que j'ai vécu dans le sport. Mes amis, eux non plus, ils savaient pas ma situation de handicap. Donc ça fait que, en fait, c'était pour dire aux gens, on peut être à côté de quelqu'un tous les jours depuis l'enfance, mais vous savez même pas ce que la personne elle a vécu. Arrêtez de croire que vous connaissez les gens, en fait. Vous connaissez pas les gens. C'est pas que vous les voyez tous les jours au quotidien que vous savez ce qu'ils ont eu. Et moi, c'est ce que je voulais expliquer aussi. C'est que tous mes amis qui ont lu et qui m'ont dit, mais on savait même pas. J'ai dit, bah ouais. Mais après, moi, j'en ai jamais parlé non plus. Mais par exemple, le fait que j'ai pas du tout de rotation sur l'extérieur, je peux pas tourner la paume de la main, ça, personne ne le savait. À part ma mère, ma grand-mère, il n'y a pas grand monde qui le savait. Même dans ma famille, il n'y a pas grand monde qui le savait. Parce que je fais tout de la main gauche et puis voilà. Donc, toutes ces choses-là pour dire aux gens, on ne connaît pas forcément les personnes qui sont à côté de nous, ce que les personnes ont vécu. Franchement, je suis d'accord avec toi et je suis content qu'en tout cas, tu aies eu des retours très positifs par rapport à... Et comme je t'ai dit, c'est un livre important. C'est un livre important parce que
c'est un beau témoignage et comme je te le disais tout à l'heure, ça prouve la force de caractère et ta résilience dans le sport et dans la vie, je pense. Bah, pour finir, dans les retours que j'ai eus, parce que moi, il faut savoir que enfin, jusqu'à mes 30 ans, j'avais jamais vu des personnes qui ont la même pathologie que moi. Donc ça fait que là maintenant j'en connais plein. Genre, je connais pas mal, j'ai vu pas mal de gens qui ont exactement la même chose que moi. Déjà ça fait du bien Mm. de voir enfin des gens qui me ressemblent. J'ai eu des témoignages de mamans qui ont eu, enfin une maman en particulier qui a eu son enfant qui a la même chose que moi. Et c'est vrai que cette maman-là, bah du coup, elle c'est vrai que elle s'en veut à elle-même parce qu'elle dit c'est de sa faute si son enfant a eu ça. Parce que en fait quand le médecin il tire le bras de l'enfant au moment de l'accouchement, c'est parce que le bassin de la maman a été étroit, tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a des mamans qui s'en veulent. Donc c'est vrai que cette maman-là, quand elle a lu mon livre, bah, eh ben, ça l'a soulagée, ça lui a permis de voir qu'elle n'est pas toute seule finalement, que sa fille n'est pas toute seule non plus. Enfin voilà, j'ai eu des retours comme ça. Ah bah, ça fait plaisir. Est-ce que tu as pensé justement à créer une association, un truc comme ça, pour Non, tout ce qui est handicap invisible, non? non, non, je n'avais pas décidé de créer d'association, on m'en a parlé, mais c'est vrai qu'il y a déjà tellement d'associations. Moi, je travaille avec beaucoup d'associations, du Ok. coup. Je suis marraine de 2 associations. Donc voilà, après, je suis ambassadrice aussi d'une association qui parle que de l'arrachement du plexus brachial. Donc en fait, il y a tellement déjà pas mal d'associations qui font pas mal de choses. Moi, je travaille avec ces associations-là pour faire des interventions, tout ça. Non, Mais non, c'est très bien déjà. ouais. Mais C'est, après, c'est- moi, je suis pas dans l'optique de créer une association en Mm, plus. mm. Je préfère venir en aide aux associations qui existent déjà. Non, je trouve que c'est très bien. Mm. J'ai deux autres questions qui me viennent. Quel est ton rapport avec la RDC aujourd'hui? Parce que, faut le dire, tu as joué avec la sélection congolaise durant les mondiaux de handball. Voilà. Mm. Et quel est ton rapport avec le Mali, sachant que tu es d'origine malienne? Oui, bah en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2015, je vais rejoindre la sélection du Mali pour aller jouer les Jeux africains. Donc c'était en septembre 2015. Mhm. Mon entraîneur m'a pas laissé y aller parce que c'était pas sur des semaines internationales. Donc j'ai pas pu aller. Entre-temps, l'équipe du Mali disparaît jusqu'à aujourd'hui. Et truc de fou, quelques semaines avant championnat du monde au Danemark, il y a le Congo qui m'appelle. D'abord, je croyais que c'était une blague, hein. Enfin, je croyais même pas que c'était une blague. J'ai même pas pris en considération l'appel de l'entraîneur. En plus, il avait un accent très prononcé, tout ça, donc je me suis dit, c'est un canular, ou je sais pas, mais j'ai pas du tout calculé l'appel. Après, la personne, elle me rappelle le lendemain, donc là, je commence à voir que c'est un peu sérieux, mais bon, je calcule toujours pas, parce que championnat du monde, moi, j'allais faire un championnat du monde, mais j'y croyais pas du tout. Moi, quand je voyais le championnat du monde, c'était à la télé, c'était les grosses stars du handball féminin, mais voilà, je me suis jamais dit, moi, je pouvais aller faire le championnat du monde, et après, bah, j'ai commencé à réfléchir et tout. J'en ai parlé rapidement avec ma famille, avec ma mère. Et voilà, quelques semaines, 3 semaines après, j'étais en Tunisie pour la préparation avec la RDC. Et après, une semaine et demie après, j'étais au Danemark pour le championnat du monde. Donc ça s'est fait très rapidement. Enfin, voilà. Après, voilà, comme j'ai dit au début, je suis une personne qui aime bien saisir les opportunités. Mhm. Là, ça a été une opportunité pour moi. Parce que moi, je savais que j'allais pas faire une longue carrière. En plus, à ce moment-là, quand il m'appelle, j'avais très envie d'arrêter le handball. Donc, ça m'a relancé encore pour quelques mois, quelques années, d'avoir été avec la RDC. Donc voilà, je reste 3 ans avec la RDC. Et voilà, mon rapport avec le Mali, bah, moi, je suis toujours malienne, hein. Je vais souvent, enfin, je suis chez ma famille au Mali. J'ai la double nationalité, française-malienne. Mais voilà, malheureusement, j'ai jamais pu jouer pour l'équipe du Mali. C'est un regret? Malheureusement. Bah, il n'y avait pas d'équipe, donc c'est vrai que toutes les joueuses françaises qui sont pas appelées par l'équipe de France et voilà, qui ont un bon niveau, on va dire, c'est vrai quand elles vont jouer avec une équipe africaine, bah c'est pas le Mali vu qu'il n'y a pas d'équipe, donc elles vont souvent avec le Sénégal, le Congo, la Guinée. Donc voilà, les Maliennes, elles sont un peu dispatchées un peu partout. Parce Mm. pour l'instant, il y a toujours pas d'équipe. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'équipe. Non, bah là, dernièrement, ils avaient
refait une équipe, ils avaient fait les Jeux africains, mais voilà, c'était pas quelque chose de structuré. Parce que tout En tout à cas, l'heure, pas, tu as dit pas pour qu'ils l'instant. t'ont appelé, mais après plus de. Ouais, ça c'était en Mais, 2015. mais ils avaient une équipe en 2015. Ouais. Ils avaient créé une équipe, ils avaient essayé de créer une équipe, donc je crois que ça a duré 2 3 ans, un truc comme ça. Mais après ça, plus rien. Ok. Et t'es déjà allé en RDC? Ouais. Ouais, du coup, en 2016, il y avait la CAN en Angola. Et avant la CAN, on avait fait un stage en RDC. Ok. Ok, très bien. Voilà. Et bah, parlons reconversion. Parce que pendant ta carrière, tu entamais en parallèle des études BTS. Parce que tu disais que tu aimes beaucoup la photo. Tu as pris goût pour la photo. Donc aujourd'hui, après un master en marketing et communication, tu es infographiste C'est ça. jusqu'aujourd'hui. Ouais, moi, je suis infographiste indépendante, ouais. Ok. Bah écoute, déjà, le fait d'avoir mené en parallèle de ta carrière des études, félicitations. Ouais, bah en fait, les études, moi, j'ai jamais voulu faire d'études, hein. À la base, je voulais faire que du handball. Quand j'étais en sport-études, tout ça, enfin, je continuais mes études parce que c'était obligatoire, mais après, quand j'arrive dans le monde professionnel, c'est là où je me dis, ah ouais, ça va être plus chaud que prévu, parce que je vois que le monde professionnel, c'est quelque chose, enfin, au handball. Donc de là, je me dis, en sortant de là, il me faut un bagage. Donc je savais pas ce que je voulais faire, mais j'y allais. Et j'y allais, j'ai fait un BTS, c'était dans le monde du domaine du commerce, donc c'était en négociation relations clients. Mhm. Donc je fais mes 2 années de BTS, voilà. Après mon BTS, je savais pas trop quoi faire. Après j'arrive dans le sud, je fais quoi? Ouais, enfin mon club, ils m'ont inscrit en éco-droit, donc un truc que je voulais même pas faire. Voilà, enfin, ils m'inscrivent à la fac parce que j'étais en centre de formation, et quand tu es à la fac, en centre de formation, il faut être inscrit à l'école. Donc ils m'ont fait un truc, je suis pas allée à l'école de toute l'année, et après, bah, je me suis reprise en main l'année d'après où j'ai fait une licence en audiovisuel. Donc là, j'ai fait ça parce que ouais, j'étais passionnée de photo, donc je me suis dit pourquoi pas, et en plus, à chaque fois, bah, quand on veut faire des études, bah, il faut faire par rapport à la ville où on est, par rapport au club où on est, et chercher les études qu'il y a dans cette ville-là. C'est pas comme les étudiants qui vont aller dans une ville par rapport à leurs études. Moi, je devais chercher par rapport au club où j'étais, bah, les études qu'il y avait. Voilà. Donc là, j'avais trouvé une licence en audiovisuel. Après la licence en audiovisuel, donc je l'ai eue. Donc là, je voulais pas faire d'autres études. Bah, j'arrête tout, je vais en Allemagne. Et quand je reviens d'Allemagne, du coup, je passe mon titre d'infographiste metteur en page. Donc à ce moment-là, je voulais être seulement graphiste, mais après il y a eu bah, le corona, tout ça. Donc après de là, j'ai fait un master en marketing et communication, et voilà. Et là, t'es beaucoup plus heureuse que quand tu faisais du handball. Bah en fait, c'est vrai qu'on me demande tout le temps, mais le handball, ça te manque quoi? Mais non, ça me manque pas. Pas du tout, ça me manque Ah, moi, pas j'ai du compris que tout. ça te manquait pas, hein. Non, bah en fait, tu vois que t'as une vie en fait. C'est vrai que à chaque fois avec mes copines, quand on était plus jeunes, je disais mais on va faire quoi les samedis et tout, quand on fera plus de hand et tout, on va trop s'ennuyer. Enfin, on va faire quoi de nos week-ends? Mais finalement, en fait, je vois que c'est trop bien de pas avoir de match le week-end, de pas être en déplacement à gauche, à droite, être juste à la maison, quoi. Non, mais c'est trop bien, en fait, d'avoir une vie, d'aller au mariage de mes copines, d'être là pour les anniversaires. Chose que les gens, quand ils disent on est des privilégiés, ils voient pas que nous, depuis l'âge de 14 ans, ben, on vit plus tout ça. Enfin, même les décès dans nos familles, on n'est pas là. Au mariage, on n'est pas là. Les anniversaires, on n'est pas là. Et là, juste bah, vivre tout ça avec ma famille, bah, c'est trop bien. C'est comme j'explique. Il y a pour beaucoup de gens, la période du corona, du confinement, ça a été très dur. Bah, moi, cette période-là, bah, j'ai pu rentrer chez moi et j'étais avec ma mère, avec ma grand-mère, donc je les voyais tout le temps, donc c'était super. Ouais. Non, moi j'ai compris que ça te manquait pas, etc. C'est pour ça que je te pose la question. Je pense que t'es plus heureuse aujourd'hui. En plus, tu fais un Bah, métier que tu aimes. oui, non, mais après, j'aimais bien ma période de handballeuse, hein, je regrette pas du tout. C'est là, pendant ma période de sport, c'est là où je me suis fait tous mes amis, mes meilleurs amis, tout ça. J'ai vraiment aimé, hein, c'était une très très belle expérience, mais c'est juste, les gens pensent que
c'est d'une telle manière le sport. Et moi, j'explique, non, c'est pas comme vous croyez. C'est tout. Enfin, moi, j'essaye juste d'expliquer ça. Après, dans tous les métiers, c'est difficile, c'est compliqué mentalement. Donc voilà, j'essaye pas de dire que le sport, c'est trop dur mentalement, les autres métiers, c'est bien. Moi, j'explique juste que j'ai fait ce métier-là et c'est difficile comme les autres métiers. Ah, mais en tout cas, est-ce que tu es fier de toi par rapport à cette carrière menée avec cette paralysie-là? Des fois, tu te Ouais, mais félicites? non, moi j'ai toujours été contente parce que même quand je suis arrivée en sport-études, j'ai fait mes 4 ans de sport-études, j'étais déjà très fière de moi d'avoir fait, d'être arrivée jusque-là. Et moi, mon objectif, c'était de. Tout le temps, je me disais minimum, il faut que je joue en Division 1. Et je suis arrivée jusqu'en Division 1. Après, bah, j'ai été internationale, encore mieux. Mais non, non, enfin, je suis très, C'est-à-dire, à très chaque fois, contente. c'était un bonus, quoi. Ouais, je suis très, très contente. Et c'est pour ça, quand j'arrête à 25 ans, il y a des gens, ils me disent, ouais, t'as arrêté jeune et tout. Mais en fait, moi, j'avais fait tout ce que je voulais, en fait. Et j'ai tout connu jeune, très jeune, dans le monde du handball. J'ai joué en Division 1 la première fois, j'avais 17 ans. Enfin, plein de choses comme ça. Le championnat du monde, j'avais 22 ans. Donc voilà, alors qu'il y a des gens, et leur première sélection en équipe de France, ils vont le faire à 30 ans. Il y a des gens, ils vont jouer en D1 la première fois à 31 ans. Enfin, des trucs comme ça, alors que moi, j'ai tout connu très jeune. Donc quand j'arrête à 25 ans, j'avais vu déjà pas mal de choses. Ah bah déjà, franchement, félicitations pour ça. Et puis, de toute façon, là, on parlait de carrière, mais il y a une vie après la carrière aussi. C'est ça. Donc, toi, t'as su. Je sais pas si tu t'es dit, bon, je vais faire une carrière courte, il faut que je prépare déjà l'après, ou tu t'es dit. Bah, c'est quand je suis arrivée dans le monde professionnel où je me suis dit, je sais que je vais pas tenir jusqu'à 30 ans. Parce que, on va dire, une carrière de handballeuse, c'est aux alentours de 30 ans. Maintenant, ça se pousse un peu plus, on va dire 35 ans. Mais à ce moment, quand j'ai 18 ans, je me dis, ah ouais, ça va être chaud de tenir jusqu'à 30 ans avec ma paralysie, mon handicap et tout. Donc, il me faut absolument un bagage en sortant de là. Il faut que je sache un minimum ce que je veux faire. Parce que, comme j'explique dans le livre, j'ai des copines, par exemple, elles, il y avait que le handball dans leur tête. Et voilà, elles pensaient pas du tout aux études, ni rien. Donc c'est dangereux. Mais est-ce que les clubs, ils voyaient pas un inconvénient le fait que que tu fasses des études en parallèle de ta carrière? Et ça leur posait pas de problème? Non, en fait, souvent dans des clubs, il y a des doubles projets parce que bah, déjà, il y a plein de clubs, ils ont du mal au niveau des salaires. Voilà, on n'a pas des gros salaires, hein, c'est comme j'explique dans le livre, on n'est pas riche en Tu faisant. parles de 1 000 euros. Ouais, on n'est pas riche en faisant du handball. Donc souvent, soit, bon, il y a quelques filles qui peuvent travailler à côté, les filles qui continuent leurs études. Après, c'est vrai que, par exemple, quand je suis pro dans le sud de la France, je continue mes études. Moi, c'est vrai que parfois, j'avais des semaines de stage ou des trucs comme ça. Limite, le président, il va m'appeler pour m'agresser à dire pourquoi je suis en stage, en fait. Voilà, au lieu d'être à l'entraînement ou des trucs comme ça. Alors que au début avant de signer mon contrat, c'était en mode, oui, nous, on est très sur le double projet. On veut pas que nos joueuses, elles arrêtent leurs études, des trucs comme ça. Et une fois que tu y es, limite, ils vont te dire, ouais, tu dois être là à l'entraînement, on s'en fiche si t'as stage, tu te débrouilles, tu dois être là, sinon on arrête de te payer du jour au lendemain. Et moi, j'ai déjà eu des trucs comme ça. Ou sinon, j'ai entraînement entre midi et 2, et après, j'enchaîne directement les cours. Et j'ai pas de temps pour manger. Enfin, je peux manger juste une banane. Donc, des fois, on va nous dire d'être performant, mais on nous laisse même pas un petit temps pour manger ou des trucs comme ça. Et c'est toutes ces choses-là, en fait, que quand j'arrête ma carrière, je me dis, il y a plein de choses qui allaient pas. Et pendant ma carrière, je m'en rendais pas forcément compte. Enfin, on est là, on est comme des robots, et voilà. Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Mm. Écoute, en tout cas, moi, comme je te disais, félicitations à toi pour la carrière menée, pour le combat aussi, le fait de pouvoir parler justement de handicap invisible, parce que ça a l'air d'être quand même assez tabou, j'ai l'impression. Mm. Donc, merci de libérer la parole par rapport à ça, c'est important. Écoute, la tradition ici, on parle de livres, on a une rubrique lecture. Ouais. Est-ce que tu aurais 3 livres à nous recommander, s'il te plaît? Alors, 3 livres. Bah, le dernier livre que j'ai lu, bah, c'est celui de Pauline et Cambi. Ok. Donc, j'ai un livre très, très touchant et bah, d'une basketteuse. Donc, voilà, ça me parle, bah, le sport. Mhm. Celui que j'ai lu juste avant, encore une sportive, donc c'était Melvin Deba.
une handballeuse aussi, qui a fait un livre témoignage, mais sur sa vie personnelle, qui parle un peu comme moi du monde dans le sport, le fait de se sentir comme un produit, en fait, tout simplement. Et après, le livre juste avant que j'ai lu, c'était le livre de James. Ok. Donc voilà, après c'était plus sur le côté religieux, tout ça que j'ai bien aimé. Écoute, la tradition ici, c'est que l'autre, il repart avec un livre. J'ai un livre pour toi. Ouais. J'espère que tu l'as pas déjà. Est-ce que tu peux l'ouvrir devant la caméra, s'il te plaît? Je repars avec un petit cadeau. Ouais. Trop bien. Est-ce que tu l'as? Non. Rumi, la religion de l'amour. Tu peux lire la quatrième de couverture pour voir si ça te parle un peu plus. Alors, Rumi, Muhammad Jalal al-Din Rumi, fut l'un des poètes les plus inspirés de la littérature persane et l'un des mystiques les plus incandescents de l'islam spirituel. Il eut un maître qu'il aima plus que tout, qui lui donna accès à la contemplation de l'invisible et à l'expérience de la théophanie. Je ne sais pas ce que c'est la théophanie, mais je vais découvrir. Son œuvre tout entière, lyrique ou didactique, prose ou poésie, est le reflet de ses découvertes intérieures et de ses extases. Elle est à la fois le miroir de son âme et une invitation à la suivre dans ce monde plus réel que le monde matériel, le monde des archétypes que la mystique persane désignait comme le monde imaginal. Elle pointe vers l'Amaka, ce lieu qui n'est pas un lieu. Elle est hors du temps et donc pour tous, tous les temps. Elle est comme l'amour véritable, une lucarne vers les profondeurs du soi et l'infini du ciel. Un océan sans rivage. Leili Anvar. Mhm. Par Leili Anvar. Non, je l'ai pas. La religion de l'amour. Je vais Voilà. découvrir. Merci en tout cas, Écoute, c'est gentil. je t'en prie, je t'en prie. En tout cas, bonne lecture à toi. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et tout à l'heure, j'avais une question qui est venue, qui m'avait échappé, mais qui est revenue. Tout à l'heure, tu disais que tu avais des fois les présidentes vous mettaient la pression, etc. Mais toi, quand tu signes tes contrats, t'es toute seule ou il y a quelqu'un qui t'accompagne? Non, ouais, je suis toute seule en général. C'est juste mon premier contrat, il y avait ma mère. Ok. Et voilà, c'est tout. Hein. Donc Sinon, il n'y a pas on est seul. d'agent, pas d'avocat, pas de... Non, non, le handball, c'est pas si professionnel que ça. Donc, c'est Mais c'est Far West un peu. est-ce que tu sais ce que tu signes? En fait, moi, mon premier contrat, déjà, je le signe à 18 ans. Donc, en vrai, on sait pas trop ce qu'on signe. Hein. On sait pas. C'est juste maintenant, aujourd'hui, avec le recul, il y a plein de choses. C'est pour ça que je dis, il y a plein de choses où je me rends compte que ça allait pas du tout. Il y a plein de choses où ça allait pas. Parce que, par exemple, ce que j'explique dans le livre, c'est que à ma mère, ils vont dire, parce que moi j'étais plus en Île-de-France, ils vont dire ne vous inquiétez pas, il y aura toujours quelqu'un pour la ramener à la maison parce qu'on a des horaires, voilà, on commence l'entraînement à 20h, ça finit vers les coups de 22h. En dehors de l'Île-de-France, les transports, ça finit à 20h. Et c'est vrai que parfois je vais me retrouver sur un parking comme ça, toute seule, à avoir personne pour me raccompagner chez moi ou des trucs comme ça. Mais tu vois, c'est pas écrit sur le contrat qu'il y avait toujours quelqu'un qui devait me ramener chez moi. Mais ça se disait à l'oral. Et puis voilà, enfin, on se dit pas, oui, on va me laisser sur un parking toute seule à 2h du matin ou des trucs comme ça. Donc, ouais, il y a plein de choses qui sont dites à l'oral et tu penses pas forcément à le faire écrire à l'écrit. Et voilà, maintenant, là, c'est quand même, on est plusieurs années après. Là, c'est quand même, ça a évolué le sport. Les parents, ils commencent à connaître un peu. Moi, ma famille, quand je rentre en sport-études, tout ça, ils connaissent pas. Enfin, moi, déjà, je connaissais pas. Ma famille, ils connaissaient pas. On n'y connaît rien, en fait. On m'appelle, on me demande de rentrer en sport-études. Ma mère, elle connaît pas tout ça. Quand je signe dans un club, on connaît pas tout ça. Et à l'époque, il y avait pas tant d'informations que ça, de documentaires, ou même des avocats vers qui se tourner. Il y avait pas les réseaux sociaux.
Ouais, c'est... On n'avait pas les smartphones où dès que tu tapes sur Google, oui, un avocat dans le sport, tu trouves direct. Avant, il n'y avait pas tout ça. Il y a l'IA maintenant, même. Ouais, non, mais il n'y avait vraiment pas tout ça. Et même, voilà, même pour rentrer chez moi, s'il y avait des Uber à l'époque ou même des trottinettes électriques, bah, j'aurais pris ça, tu vois. Mais il n'y avait pas tout ça avant. Donc, t'étais toi avec toi-même. On n'avait pas forcément Internet partout. Comme ça, alors qu'aujourd'hui, bah, moi par exemple, mon livre, je l'ai publié toute seule, mais c'est grâce à Internet, quoi. Enfin, j'ai tout vu sur Internet, et les gens, quand ils se lancent, ben voilà, ils demandent tout sur Internet, sur Google, et il y en a plein d'informations. Et maintenant, dans le sport aussi, on a pas mal d'informations et on est moins seul, alors qu'avant, c'était pas du tout comme ça. Très très bien. Simone, Mohamed Ali disait qu'il voulait qu'on se souvienne de lui comme étant champion du monde poids lourd, quelqu'un de drôle, de sympathique. Je te pose la question, comment t'aimerais qu'on se souvienne de toi? Waouh. Bah moi j'aimerais qu'on se souvienne de moi comme toutes les Simone qui sont connues en fait, hein. Comme Simone Veil, Simone Biles, il y aura Simone Chero aussi. Du sens, bah voilà, quand on dit Simone Chero, on sait, bah c'était la sportive de haut niveau qui avait un handicap, qui a fait sa carrière dans le secret de son handicap. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Pas mal de choses, hein. Enfin, moi, j'ai pas mal de projets en cours, mais bon, j'en ai pas parlé encore. Mais voilà, que mes projets aboutissent, de voir la suite de l'image du sportif parfait aussi. Ah, il y a un deuxième livre en cours? Bah, je sais pas si ça sera un livre, mais c'est vrai qu'on me demande beaucoup la suite. Il y a beaucoup de gens qui me demandent la suite. Tu reviendras alors. Bah ouais, enfin, si le projet aboutit, je reviendrai avec plaisir. Mais ouais, j'aimerais bien voir la suite de mon livre. Ok. Bah écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite. En tout cas, écoute, ça a été un plaisir pour moi de pouvoir causer avec toi. Merci pour tous ces mots-là, tous ces conseils, ces vérités. En tout cas, c'est important. Ouais, bah merci à toi de me donner la parole, hein, parce que c'est vrai que c'est pas tout le monde qui parle de sport, de handicap, tout ça. Et c'est vrai qu'on m'a beaucoup donné la parole, bah, parce que c'était l'année des Jeux, mais là c'est vrai que bah, sur 2025, j'ai moins d'interviews du coup. Et bah, merci de continuer à en parler, enfin parler du sport en tout cas. Tout à fait normal. En tout cas, merci à toi, Simone. C'était Cause Monote, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation, en espérant que vous avez appris des choses et éventuellement sur vous-même. Prenez soin de vous et des vôtres. À très bientôt.